Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo du chapitre 4 sur le cycle des roches sédimentaires. Cette vidéo portera sur les milieux de sédimentation continentaux et les milieux de sédimentation côtiers. Alors, les matériaux issus de la mobilisation sont transportés vers les mers et les océans par différents agents de transport. Mais au cours de leur cheminement vers leur lieu de sédimentation, des agents vont interrompre ce voyage et le plus important de ces agents, c'est la pente. Lorsque la pente est faible, une partie de ces sédiments sera déposée. Une majeure partie continuera le chemin vers la mer, mais une partie va être déposée et va former des dépôts continentaux. Arrivé sur les zones de transition, une partie va encore se déposer sur les milieux côtiers et la plus grande partie atteindra la mer. Les dépôts se répartissent donc en trois milieux. Nous avons les milieux continentaux, les milieux côtiers et les milieux marins. Commençons donc par les milieux continentaux. Alors, dans les milieux continentaux, nous avons différentes zones où se déposent les sédiments. Les milieux glaciaires, les milieux désertiques, les milieux de pente et de bas de pente, les milieux fluviatiles et les milieux lacustres. Donc, on va voir en détail ces différents milieux comme démarrer. Commençons donc par le milieu glaciaire. La glace et de la neige compactée dans les cercles glaciaires va couler. Elle va couler dans les vallées glaciaires avec des vitesses faibles de l'ordre de 30 à 40 mètres par jour. Elle va éroder les bordures et le fond de la vallée glaciaire. Les produits d'érosion de différents calibres appelés moraines vont se sédimenter sous différentes formes de dépôts lors de la fonte des glaces. De leurs dépôts vont prendre différents noms en fonction de la morphologie du dépôt. Parmi ces différents noms, on distingue les Drumlins, c'est une colline allongée qui se constitue par les restes de la moraine du fond du glacier. Il y a les Kessel, c'est un petit lac généralement circulaire formé par le moulage d'un bloc de glace. Alors la Sandure, c'est une plaine glaciaire, ou bien ce qu'on appelle un épondage glaciaire. Ensuite, nous avons la Cam, c'est un dépôt en forme de butte irrégulière composé de sédiments fins, comme on le voit sur la figure. Les esquerres, ce sont des collines allongées composées par une rivière sous-glaciaire. Les blocs erratiques, c'est des blocs qui peuvent peser plusieurs centaines de tonnes qui sont déposés par le glacier lors de sa fonte. Alors passons ensuite au milieu désertique. Les dépôts éoliens qui constituent la majeure partie des sédiments actuels dans les milieux désertiques sont des dunes. Les régions d'accumulation de sable alternent avec des régions dénudées. Voyons quelques types de dunes. Les Barkhans sont des dunes en forme de croissant avec une face exposée au vent de pente faible et une face concave à pente forte. Les ailes de la dune avancent plus rapidement que le corps de la dune. Nous avons ensuite les dunes paraboliques. Les dunes de même forme, cependant, le sens du vent ici est inverse. On a le corps de la dune qui avance plus rapidement que les ailes de la dune. Il y a les dunes linéaires ou bien ce qu'on appelle des sifs, sont des dunes allongées parallèlement et se forment sous l'effet de deux vents dominants de deux directions différentes. Nous avons enfin les ergs, c'est un désert de dunes ou bien un champ de dunes fixe dont seule la partie superficielle est remodelée sans cesse par le vent. Donc ça, c'est le milieu désertique. Il y en a beaucoup d'autres dunes, mais contentons-nous de ces quatre formes. Les milieux de pente et de bas de pente. Dans le colluvion, ce sont des formations de pente. Lorsque la pente le permet, des éléments arrachés au sommet dégringolent sous l'effet de la gravité ou de l'écoulement de l'eau et se déposent sur le versant. On les appelle les colluvions. Lorsque la pente est relativement forte et que les éléments arrachés ne se déposent pas sur la pente, ils vont dégringoler jusqu'au pied de pente et se déposer en une formation qui a une surface en pente faible, ce qu'on appelle glacée. Passons maintenant aux milieux fluviatiles qui sont les milieux les plus importants du point de vue dépôts continentaux. Les fleuves se composent donc de l'amont vers l'aval par différentes sections. En amont, la première section se compose par des torrents. Ensuite, il y a les chenaux anastomosés, les chenaux à méandres et enfin les chenaux en tresse. Donc, les torrents. Commençons par les torrents. Les torrents en montagne, l'écoulement se fait dans des ravins étroits. Et parce que les pentes sont fortes, l'énergie est très importante et ne permet pas la sédimentation. Il ne se fait qu'à la sortie de ces ravins, là où la pente devient faible d'un coup et où l'écoulement n'a plus assez d'énergie, il dépose tout en vrac. La sédimentation se fait sous forme de cône à la sortie du ravin, sous forme de cône qu'on appelle cône de déjection.
Alors, ces conduits de déjection présentent donc différents éléments déposés en vrac et sont mal classés. Donc, lors de chaque crue, les écoulements torrentiels déposent à la sortie des ravins des dépôts en vrac sous forme de cônes de déjection. Donc, on coupe ces cônes de déjection, nous montre les dépôts sont généralement mal classés et on voit les limites entre les différents dépôts de crue. Ensuite, à la sortie des montagnes, ce sont surtout des chenaux anastomosés parce que la pente est relativement faible et tous les éléments grossiers qui vont être déposés dans les chenaux sous forme de barres de chenaux. Donc la sédimentation se produit à la sortie des montagnes sous forme de barres longitudinales qui séparent les chenaux. Et on voit que dans ces dépôts, les éléments grossiers sont importants, les galets sont imbriqués, des graviers, des sables à litage entrecroisés. On voit aussi qu'elles sont souvent ravinées par les déplacements et les divagations des chenaux lors des crues. Donc, plus en aval, nous avons les chenaux à dynamique de méandre. La dynamique de méandre, c'est une dynamique où les chenals creusent son lit en sinuosité, en virage, avec rives concaves où la vitesse de l'eau est importante et où c'est surtout l'érosion qui domine, et des berges convexes où on a de la sédimentation. La sédimentation se fait sur la rive convexe sous forme d'une barre de méandre. La barre s'accroît latéralement en même temps que la migration des méandres, qu'on appelle l'accrétion latérale. Elle est constituée de sable disposé en litage oblique de grande taille. Le fond du chenal est pavé de galets et le chenal est bordé par des évets qui le séparent de la plaine d'inondation couverte par des dépôts fins. Sur une échelle de temps et d'espace plus grande, le fleuve va organiser ses dépôts en terrasses. On les appelle les terrasses fluviatiles. Alors, les terrasses fluviatiles résultent des changements de processus de sédimentation du cours d'eau et supposent une période de creusement suivie d'une période de dépôt. Pendant la première période, la rivière creuse et s'enfonce dans ses propres alluvions au plus profondément dans le substrat. Au cours de la seconde, elle dépose ses sédiments. Les terrasses peuvent être emboîtées ou ils peuvent s'étager. Alors, on a vu dans les deux premiers cas des terrasses emboîtées, dans le troisième cas, lorsque le creusement est très important et que le dépôt qui suit n'est pas assez important pour atteindre les anciennes formations, les anciennes terrasses, et on parle de terrasses étagées parce que le substrat affleure entre les deux niveaux de terrasse. L'explication de cette alternance de périodes de creusement et de périodes de dépôt, une théorie a été avancée par Erasme en 1951 dans laquelle il explique ceci par des alternances de périodes de biostasie et de rexistasie. Les terrasses alluviales résultent des changements climatiques qui engendrent une alternance du comportement du cours d'eau passant par des périodes de creusement et des périodes de dépôt. Donc, au cours de la biostasie, c'est une période de creusement. Pourquoi? Parce que les précipitations sont abondantes et régulières. Et cela donne une forte pédogénèse qui va donner un sol important. Donc, un climat favorise aussi la végétation qui va protéger le sol de l'érosion. Donc, les fleuves ne sont pas chargés en sédiments. Ils utilisent donc l'énergie de l'écoulement pour creuser. Alors que pendant la période de rexistasie, le climat est plus sec. Les précipitations irrégulières induisent une forte érosion du sol parce que ces précipitations tombent sous forme d'orages très agressifs et très érosifs des sols. Une végétation dégradée parce que le climat est sec. Il n'y a pas de végétation donc qui protège les manteaux d'altération. Cela induit donc une sédimentation fluviatile détritique importante. Et l'énergie du fleuve est utilisée pour le transport de la charge solide. Alors, sous forme d'une série de petits diapos, on va expliquer cette théorie de biostasie et rexistasie. Pendant la période de biostasie, la rivière creuse son lit sur des terrains d'un substratum ancien. Ensuite, au cours d'une période de rexistasie, la rivière comble la dépression creusée par les dépôts qu'on va appeler T3. La période de biostasie suivante va creuser les dépôts T3 donc, et s'enfoncer dans le substrat. Ensuite, une période de rexistasie va permettre le dépôt de T2. Période de biostasie suivante va creuser les dépôts de T2 et va dégrader les anciennes terrasses. Ensuite, dans la période de rexistasie suivante, la rivière comble la dépression creusée par des dépôts qu'on appelle T1. Cela va nous donner donc un étagement de ces terrasses fluviatiles avec des dépôts actuels.
Donc la biosphère de la rivière creuse les dépôts de terre et s'enfonce dans le substrat. Et nous avons, à la période actuelle, 3 niveaux de terrasse, alors que les plus anciens sont dégradés. Ils persistent sous forme de lambeaux éparpillés sur les versants. Les milieux lacustres. Alors un lac est une dépression alimentée en eau par un ou plusieurs cours d'eau, et la sédimentation s'organise d'une manière spécifique. Nous distinguons différents compartiments du lac. Dans la zone de l'embouchure des oueds, nous avons des deltas, des faciès deltaïques, et puis nous avons différents faciès selon qu'on est sur la berge ou bien qu'on est sur les pentes ou les fonds du lac. Alors, au niveau de l'embouchure des oueds, on coupe donc on voit que dans les zones de l'embouchure des oueds, des sédimentations hydrosphères, alors que la sédimentation est plutôt fine sur le fond. L'éventail deltaïque sous lacustre comporte des chenaux, des lobes, des glissements et des courants de turbidité qui se déclenchent quand l'apport détritique est important. Il se comporte donc de la même manière qu'un delta marin, avec des lobes, avec une plaine deltaïque et un prodelta. Sur les berges, les dépôts grossiers qui dominent les galets, les sables. Pourquoi? Parce que cette zone est soumise à l'action des vagues qui va emporter les particules fines. Sur les pentes et sur le fond, l'hydrodynamisme est faible et induit le dépôt des vases lités, de la boue litée. Il y a une précipitation possible de carbonate, des calcaires lacustres, si les eaux sont saturées en CaCO3. Et on a aussi des horizons sableux dus à l'arrivée des turbidites au cours des crues. Alors, notre deuxième grand milieu de dépôt, ce sont les milieux côtiers. Alors, ce milieu côtier est une zone de transition entre le continent et l'océan. Tous les matériaux amenés à la mer par les agents de transport sont repris par les vagues et par les marées et les courants. Le transport et les dépôts des particules détritiques transportées dans ce milieu dépendent de leur taille et de la vitesse du courant qui détermine l'énergie hydraulique du milieu. Dans cette zone de transition, nous avons des influences continentales, le climat, la roche-mer, les sédiments détritiques qui interagissent avec des influences océaniques, qui sont les marées, les courants et les vagues. Ce milieu côtier présente une certaine zonation en fonction de l'action des marées. Donc, on distingue différentes zones dans le climat. Une zone supratidale, c'est-à-dire la zone se trouvant au-dessus de la marée haute normale, mais il peut être atteinte par les marées de vive eau lors des tempêtes. Une zone où on a le balancement des marées, c'est la zone intertidale. Une zone qui se trouve sous les basses eaux, sous la marée basse, mais cette zone présente des actions des vagues. Les actions des vagues correspondent à une profondeur qui correspond à la moitié de la longueur d'onde de la houle par beau temps, mais lorsque les vagues sont des vagues de tempête, cette profondeur est beaucoup plus importante. Ces milieux côtiers, les principaux milieux de sédimentation sont le delta, l'estuaire et la lagune. Commençons par l'estuaire. L'estuaire, c'est une embouchure de fleuve où l'influence marine est dominante. La marée haute progresse sur plusieurs kilomètres à l'intérieur du fleuve. La plupart des sédiments apportés par les rivières dans les estuaires sont piégés à l'intérieur de l'estuaire sous forme de boue. Les graines les plus fines sont déposées plus rapidement que les plus gros grains. La sédimentation détritique, sablo-argileuse et boueuse est organisée en slick et en shore. Le shore est une zone couverte par une végétation dense, n'est submergée que lors des marées de vive eau, c'est ce qu'on appelle la zone supratidale. La slick, c'est une vase dénudée de végétation avec quelques touffes espacées généralement recouvertes par la marée ordinaire. La sédimentation fluviatile est rapidement prise en charge et redistribuée par la dynamique marine. Alors le delta, par contre, c'est une embouchure de fleuve où l'influence fluviatile est dominante et que les sédiments avancent dans la mer. Le fleuve coule sur une large plaine alluviale où s'accumule une grande partie du matériau transporté. Arrivé en mer, le courant décélère, le reste de la charge se dépose et forme le delta. L'apport continu du sédiment dans le delta, il va obliger le cours à diviser en plusieurs bouts. La côte est souvent triangulaire, ressemblant à la lettre grecque. Delta avance dans le domaine marin. Donc un delta se compose de 3 parties. La plaine deltaïque est une zone marécageuse et garnie de végétation.
Le front du delta est le prolongement de la plaine deltaïque sous la mer et qui se organise en lobes. Chaque lobe correspond à la sédimentation amenée par l'un des bras du fleuve. Et le prodelta est la partie la plus externe et la plus profonde du delta. Cette partie repose sur les sédiments marins du plateau continental. Le troisième milieu côtier de sédimentation est la lagune. La lagune est une étendue d'eau généralement peu profonde, séparée de la mer par un cordon littoral avec une ouverture étroite. Exemple, la lagune de Nador. Au Maroc, il existe 3 lagunes, celle de Nador, celle de Moulay Bouslehem au nord de Kenitra et celle d'El Walidia au nord de Safi. Les dépôts sont généralement des dépôts détritiques, mais selon la concentration des éléments en solution, on peut avoir des dépôts carbonatés. Lorsque la concentration en calcium est intense, nous avons précipitation de CaCO3. On peut avoir des roches évaporétiques du gypse lorsque la concentration en sulfate est très poussée, ou bien du sel gemme lorsqu'il y a saturation en Na+ et Cn-. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les milieux marins. On va voir la sédimentation au niveau de la marge continentale, le plateau, le talus et le glacier continentaux, et la sédimentation au niveau de la plaine abyssale et de la dorsale médio-océanique. Je vous remercie.